Et si je vous disais que le mot le plus court de la langue française est aussi celui qui va décider de la façon dont un homme vous regarde pour le reste de votre relation? Ce mot, vous le connaissez depuis l'enfance, vous l'avez simplement désappris. Non, deux lettres que vous n'osez plus prononcer parce qu'on vous a enseigné qu'une femme aimante dit toujours oui. Vous l'avez peut-être dit ce matin sans y penser. Vous l'avez peut-être ravalé hier soir. Vous avez peut-être passé toute une vie à le remplacer par des formules plus douces, des si tu veux, des comme tu préfères, des ça ne me dérange pas. Carl Jung avait identifié un mécanisme psychologique troublant. Ce que nous n'osons pas refuser finit par nous posséder. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer ce qui se produit exactement dans la tête d'un homme la première fois qu'une femme lui dit non, sans se justifier, et pourquoi ce moment précis décide de tout ce qui viendra ensuite. Le problème n'est pas que vous soyez trop gentille. Le problème est que votre oui a cessé de vous appartenir. Il sort avant que vous ayez décidé. Il sort avant que vous ayez consulté votre fatigue, votre envie, votre corps, votre lendemain. Il sort parce qu'un silence de 3 secondes vous paraît insupportable. Il propose un dernier verre et vous dites oui alors que vous vous levez à 6 heures. Il annule au dernier moment et vous dites « ce n'est pas grave » alors que c'est grave. Il vous écrit à 23 heures et vous répondez alors que vous aviez déjà posé votre téléphone. Il vous demande si cela vous ennuie et vous dites « non, pas du tout » avec un sourire dans la voix que vous ne ressentez pas. Regardez la mécanique. Ce n'est pas une décision, c'est un automatisme. Et vous croyez que cet automatisme est de la générosité. Jung dirait qu'il est de l'inconscience. Parce qu'un oui qui n'a pas été décidé n'est pas un cadeau, c'est un réflexe. Et un réflexe ne se remarque pas, ne se remercie pas, ne se valorise pas. Personne ne remercie une porte automatique de s'ouvrir. Elle s'ouvre, c'est tout, c'est sa fonction. Vous vous demandez pourquoi tout ce que vous donnez ne pèse rien, pourquoi vos efforts semblent absorbés par le sol, pourquoi ils ne semblent jamais mesurer ce que cela vous coûte. Voilà pourquoi. Ce qui est automatique devient invisible, et ce qui est invisible ne se paye pas. Le pire est que vous le sentez. Vous le sentez au moment même où le oui sort de votre bouche. Il y a cette seconde étrange où une part de vous se raidit et vous souffle que ce n'était pas ce que vous vouliez. Vous l'entendez et vous continuez quand même. Cette part que vous n'écoutez pas, Jung lui avait donné un nom. Il existe en vous une voix que vous avez appris à faire taire, et cette voix n'est pas votre caprice. Jung l'appelait l'animus, le masculin intérieur, cette part de vous qui tranche, qui décide, qui pose une limite sans trembler. Elle n'a rien de dur ni de froid, elle est simplement structurante. C'est la charpente d'une maison. On ne la voit pas, et sans elle tout s'affaisse. Chez beaucoup de femmes, cette part a été exilée très tôt. On l'a appelée caprice, on l'a appelée égoïsme, on l'a appelée mauvais caractère. On vous a dit que vous étiez difficile, que vous compliquiez les choses, qu'il fallait faire des efforts, que ce n'était pas grand-chose. Alors vous avez rangé cette voix quelque part, tout au fond, et vous avez construit par-dessus une femme entièrement faite de disponibilité. Vous êtes devenue celle qui comprend, celle qui s'adapte, celle qui ne fait jamais d'histoire, et vous avez cru que c'était de la maturité. Jung affirmait que ce que nous refusons de vivre consciemment revient nous gouverner autrement. Votre animus exilé ne disparaît pas, il n'a jamais disparu, il attend derrière la porte, et il revient sous forme de fatigue qui ne cède pas au sommeil. Il revient sous forme de rancune sourde qui n'a pas de nom. Il revient sous forme de crise qui éclate pour une phrase de trop, pour un ton, pour une assiette laissée sur la table, alors qu'elle ne porte pas du tout sur l'assiette. Elle porte sur 3 années de oui que vous n'aviez pas envie de donner. Vous n'explosez pas parce que vous êtes trop émotive, vous explosez parce que cette part de vous n'a plus d'autre langage. On lui a interdit la parole calme, alors elle prend le cri. Et le cri, lui, ne construit rien. Il vous décrédibilise. Il vous fait passer pour instable auprès d'un homme qui ne comprendra jamais que vous êtes en train de facturer d'un coup ce que vous auriez pu régler une phrase à la fois. Dire non, ce n'est pas devenir dur. C'est rapatrier une part de vous que vous aviez laissée dehors, sous la pluie,
depuis très longtemps. Et le jour où elle rentre, votre présence change de densité. Vous occupez le même espace, vous parlez avec la même voix, et pourtant quelque chose a changé. Un homme ne saura pas nommer quoi, il le sentira. Si ce que vous entendez commence à faire écho à quelque chose que vous portez depuis longtemps, abonnez-vous maintenant, parce que nous allons descendre plus bas encore, jusqu'à la peur exacte qui vous fait dire oui contre vous-même et jusqu'à la façon précise de la traverser. La réaction d'un homme à votre premier refus vous apprendra en 10 secondes ce que 3 années de relation ne vous apprendront jamais. Parce qu'un non ne crée rien, un non révèle. Observez ce qui se passe. L'homme qui vous respecte encaisse. Il est peut-être déçu, il le dit simplement. Il propose un autre jour, il passe à la suite. Votre refus ne remet rien en question chez lui. Il ne le prend pas comme une attaque parce qu'il ne vous considérait pas comme un dû. L'homme qui ne vous respectait pas fait tout autre chose. Il négocie, il argumente, il minimise, il transforme votre non en un malentendu qu'il va falloir dissiper ensemble. Il vous rappelle tout ce qu'il a fait pour vous. Il vous demande pourquoi, puis pourquoi encore, puis vous explique pourquoi votre pourquoi n'est pas valable, jusqu'à ce que vous cédiez d'épuisement et que vous appeliez cela un compromis. Ou bien il fait pire, il ne dit rien, il devient froid, poli, distant, et il vous laisse porter seul le poids d'un silence dont vous êtes censé vous excuser. 3 heures plus tard, c'est vous qui écrivez pour arranger les choses. Regardez bien ce moment, ce n'est pas une dispute, c'est un diagnostic. Jung disait que nous vivons tous derrière un masque, ce qu'il nommait la persona. Ce masque n'est pas un mensonge, c'est une façade sociale que nous portons tous. Le problème est que tant que vous dites oui, vous ne rencontrez que le masque. Vous ne savez rien de l'homme qui est derrière. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il fait quand il ne peut pas obtenir ce qu'il veut, parce que vous ne lui avez jamais donné l'occasion de ne pas l'obtenir. Vous croyez le connaître depuis 2 ans. Vous connaissez sa version disponible. Prenez une scène ordinaire, un vendredi soir. Il vous propose quelque chose au dernier moment, alors que vous aviez prévu de rester chez vous. Vous dites non. Comptez les secondes. S'il dit dommage, une autre fois, et qu'il enchaîne sur autre chose, vous venez d'apprendre quelque chose de rassurant. S'il attend, s'il laisse un blanc calculé, s'il finit par vous demander si tout va bien avec cette intonation qui suggère que non, alors vous venez d'apprendre quelque chose de bien plus important. Ce n'est pas votre soirée qui l'intéressait, c'est votre disponibilité, et vous ne l'auriez jamais su en disant oui. Vous auriez passé une bonne soirée, vous seriez rentré fatigué, et vous seriez reparti pour 6 mois sans la moindre information nouvelle. Votre non est la seule question qui obtienne une réponse honnête. C'est le seul examen qu'il ne peut pas préparer. Et c'est exactement pour cela qu'il vous fait peur. Pas parce que vous risquez de le perdre, parce que vous risquez de voir ce que vous saviez déjà. Voici maintenant comment refuser sans blesser, sans vous expliquer et sans y passer la soirée. Dites non, puis arrêtez-vous. La phrase complète est déjà finie. N'ajoutez pas de raison. Une raison est une porte ouverte et un homme qui négocie entrera par cette porte. Si vous dites non parce que vous êtes fatigué, il vous répondra que vous vous reposerez demain. Si vous dites non parce que vous avez du travail, il vous répondra que ce sera vite fait. Vous ne lui avez pas donné une explication, vous lui avez donné une prise. Ne proposez pas de compensation, pas de « mais, on peut faire ça un autre jour », pas de « je me rattraperai ». Vous n'avez pas de dette à éteindre. Un refus n'ouvre aucun découvert. Ne vous excusez pas. Un non n'est pas une faute, et le mot « désolé » transforme votre limite en aveu. Ne répondez pas au deuxième « pourquoi ». Le premier « pourquoi » est de la curiosité. Le deuxième est une tentative. Répétez simplement les mêmes mots, calmement, sans agacement, sans nouvelle information. Non, ce ne sera pas possible. Puis attendez. Vous verrez que la répétition tranquille désarme plus sûrement que n'importe quel argument. Parce qu'un argument se combat, alors qu'un calme ne se combat pas. Il n'y a rien à attaquer dans une phrase qui ne bouge pas. Ne le dites pas par message si vous pouvez le dire de vive voix. L'écrit invite à la relance, la voix impose une fin. Et surtout, ne prononcez pas ce non avec de la colère.
Un non en colère demande encore quelque chose. Il réclame une réaction, il attend une réparation, il trahit que la limite n'est pas encore vraiment posée. Un non tranquille ne demande rien. C'est celui-là qui reste. C'est celui-là qui se grave. Derrière chaque oui que vous n'aviez pas envie de donner, il y a une peur que vous n'avez jamais nommée à voix haute. La peur de décevoir, la peur d'être perçu comme difficile, la peur qu'on vous préfère quelqu'un de plus simple, de plus léger, de plus arrangeant. Jung appelait ombre tout ce que nous refusons de voir en nous et que nous finissons pourtant par vivre malgré nous. Et il y a ici quelque chose que presque personne ne comprend correctement. Votre ombre n'est pas votre méchanceté. Votre ombre, c'est votre besoin, ce besoin d'être aimé, d'être choisi, d'être gardé, ce besoin que vous trouvez si honteux, si peu digne de la femme forte que vous voulez être, que vous avez décidé de ne jamais le montrer à personne. Et comme vous ne le montrez pas, il agit sans vous. Il choisit vos réponses, il dit oui à votre place. Regardez ce que cela produit. Vous dites oui pour ne pas être rejeté, et ce oui vous efface. Vous devenez celle sur qui on peut compter, celle qui comprend toujours, celle qui ne pose jamais de problème, celle qui est facile à aimer parce qu'elle ne demande rien, et personne ne tombe amoureux d'une absence de problème. On s'attache au confort qu'elle procure, on la remercie. On dit d'elle qu'elle est formidable. On ne la désire pas. Jung affirmait que ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste comme destin. Tant que vous ne nommez pas cette peur, elle continuera de décider à votre place, et vous appellerez cela de la malchance en amour. Vous direz que vous tombez toujours sur les mêmes hommes. Vous ne tombez pas sur les mêmes hommes, vous leur offrez toujours le même accès. Le jour où vous regardez cette peur en face, elle ne disparaît pas. Vous la sentirez encore, exactement au même endroit, juste avant de dire non. La différence est qu'elle ne parlera plus pour vous. C'est cela, un refus. Ce n'est pas un acte de force, c'est un acte de lucidité. Vous n'avez jamais eu besoin de demander le respect, et c'est précisément pour cela que vous ne l'avez pas obtenu. Le respect ne se réclame pas, il ne s'explique pas. Il ne se négocie pas au cours d'une longue conversation où vous exposez calmement ce dont vous auriez besoin, où vous choisissez vos mots pour ne pas le braquer, où vous finissez par le rassurer sur le fait que ce n'est pas un reproche. Le respect se déclenche. Il se déclenche à l'instant exact où quelqu'un rencontre une limite qui ne bouge pas. Vous pouvez dire 100 fois que vous méritez mieux. Tant que vos actes acceptent moins, ce sont vos actes qui font foi. Il ne vous écoute pas mal. Il vous lit correctement. Une femme qui dit non et qui tient cesse d'être une commodité pour devenir une réalité. Il ne peut plus prévoir votre réponse. Il doit vous consulter avant de disposer de votre soirée. Et le simple fait de devoir vous consulter vous replace au centre sans que vous ayez eu à hausser la voix une seule fois. Regardez autour de vous les femmes que les hommes traitent avec précaution. Ce ne sont pas les plus belles, ce ne sont pas les plus gentilles, ce ne sont pas les plus arrangeantes. Ce sont celles dont on ne sait pas d'avance ce qu'elles vont accepter. Et si vous vous demandez encore à quel moment tout cela bascule concrètement, écoutez bien ce qui vient. Parce qu'il existe deux façons de dire non et une seule construit quelque chose. Le non qui punit est adressé à lui. Il veut produire un effet, provoquer un manque, obtenir une réaction. Il est bruyant même quand il est silencieux, il boude, il attend d'être remarqué, il compte les heures avant sa réponse. Et un homme le repère immédiatement, parce qu'un non qui attend une réponse est encore une demande déguisée. Le non qui construit est adressé à vous. Vous ne refusez pas pour lui donner une leçon. Vous refusez parce que ce n'était pas ce que vous vouliez. Et cela suffit. La différence ne s'entend pas dans les mots. Les mots peuvent être exactement les mêmes. La différence s'entend dans ce qui vient après. Après un non qui punit, vous vérifiez votre téléphone. Vous guettez sa réaction. Vous relisez ce que vous avez écrit. Vous vous demandez si vous n'êtes pas allé trop loin, si ce n'était pas exagéré, s'il ne va pas se lasser. Après un non qui construit, vous passez à autre chose. Votre soirée continue. Vous mangez, vous lisez, vous dormez. Il vous revient à l'esprit 3 heures plus tard, sans urgence, comme une pensée parmi d'autres.
Jung parlait d'individuation pour désigner ce moment où une personne cesse de se conformer à ce qu'on attend d'elle pour devenir enfin ce qu'elle est. Il ne décrivait pas une révolution, il décrivait un lent redressement. Et ce processus ne commence jamais par une grande décision. Il ne commence pas par une rupture, ni par un discours, ni par une liste de choses que vous n'accepterez plus. Il commence par un refus minuscule que personne ne remarque, sauf vous. Il faut aussi que vous voyiez ce que votre oui automatique vous coûte déjà, parce que vous croyez qu'il vous protège. Vous pensez qu'en disant oui, vous préservez la paix. Vous ne préservez rien, vous déplacez la facture. Chaque oui non désiré s'ajoute à un compte que vous tenez sans le savoir. Vous n'en parlez pas, vous n'en faites pas mention, et pourtant il grossit. Il grossit dans votre corps d'abord, cette lourdeur en fin de journée, cette envie soudaine de ne voir personne, cette irritation qui vous surprend vous-même. Puis il grossit dans votre regard sur lui. Vous commencez à le trouver moins attentif, moins généreux, moins fin qu'avant. Vous vous dites qu'il a changé. Il n'a pas changé. Vous êtes en train de lui présenter l'addition en silence, et il ne sait même pas qu'il consomme. C'est ainsi que meurent la plupart des relations. Pas dans un éclat, dans une accumulation. Jung considérait que rien ne se règle en étant simplement ignoré, et que ce que nous n'affrontons pas à l'endroit où cela se joue nous revient plus tard, plus lourd, et sous une forme que nous ne reconnaissons plus. Un non dit à temps coûte 3 secondes d'inconfort. Un non jamais dit coûte des années de ressentiment. Vous avez déjà payé le prix de vos oui. Vous n'avez simplement jamais lu la facture. Alors regardez ce que devient une femme qui décide. Il n'y a pas de mise en scène. Vous ne devenez pas mystérieuse, vous ne devenez pas distante, vous ne devenez pas une stratégie. Rien de ce qui vous rendait chaleureuse ne disparaît. Vous devenez simplement quelqu'un dont on ne peut plus deviner la réponse d'avance. Vous êtes la femme qui prend 3 secondes avant de répondre. Celle qui dit « je vais y réfléchir » et qui y réfléchit vraiment. Celle qui décline une invitation sans envoyer de message d'excuse le lendemain matin. Celle qui ne remplit pas les silences. Celle dont le oui, lorsqu'il arrive enfin, vaut quelque chose parce qu'il aurait pu être non. Et il y a autre chose que personne ne vous dit. Le premier refus est difficile, le deuxième l'est beaucoup moins. Le troisième ne vous demandera plus rien du tout, parce que quelque chose se sera reconfiguré en vous sans que vous ayez eu à y travailler. Vous ne vous entraînez pas à dire non, vous vous désintoxiquez du oui, et vous verrez apparaître un effet auquel vous ne vous attendez pas. Ce ne sont pas seulement les hommes qui vous traiteront différemment, ce sera tout le monde, votre sœur qui vous demande toujours au dernier moment, cette amie qui ne vous appelle que lorsqu'elle va mal, ce collègue qui a pris l'habitude de vous déléguer ce qui l'ennuie, parce que ce que vous corrigez n'est pas une relation, c'est une position. Jung disait que nous attirons ce que nous n'avons pas intégré. Vous n'attiriez pas des hommes qui prennent, vous occupiez la place de celle à qui l'on prend, et n'importe qui la voyait vacante. C'est cela que vous rendez à un homme lorsque vous apprenez à refuser. Vous ne lui retirez rien, vous rendez de la valeur à tout ce que vous acceptez. Et vous cessez d'être quelqu'un que l'on prend pour redevenir quelqu'un qui choisit. Vous n'avez pas besoin de devenir plus dur. Vous n'avez pas besoin d'une méthode, ni d'un discours, ni de tourner une page. Vous avez besoin de récupérer ce que vous aviez laissé dehors. Ce soir, il y aura une occasion, une demande minuscule, sans importance, à laquelle vous auriez répondu oui sans même y penser. Prenez 3 secondes, consultez-vous, et si la réponse est non, dites non. Ne l'expliquez pas, ne l'adoucissez pas, ne le rattrapez pas. Vous verrez ce qui se passe dans le silence qui suit. Ce n'est pas lui qui aura changé,